Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à l'ensemble des campus qui sont connectés. Donc, je suis Anil Bernende, je suis directeur général du groupe et je suis très heureux d'accueillir cette conférence, la réussite au féminin. Et je dois le dire, je suis assez impressionné par le parterre finalement d'intervenantes qui seront avec nous aujourd'hui, par la diversité du panel et par leur parcours. Et j'ai hâte de pouvoir les écouter. Pourquoi cette conférence et pourquoi finalement le groupe est engagé dans les sujets comme je le fais toujours, j'ai préparé quelque chose et je le pose très rapidement parce que je suis moins naturel. Pourquoi en fait on est engagé sur ces sujets de diversité, de parité, d'inclusion? Parce que nous sommes convaincus que des organisations plus paritaires, des organisations plus ouvertes, des organisations plus diverses, elles sont meilleures, elles fonctionnent mieux, elles sont plus innovantes et elles nous permettent d'aller plus loin. Et aujourd'hui, ce sujet de la parité est un sujet qui nous tient réellement à cœur pour être capable, j'ai un peu de l'arsène, pour être capable finalement d'accompagner nos étudiants dans leur réflexion pour qu'ils soient demain des acteurs engagés dans l'ensemble de leurs organisations et qu'ils travaillent à la favorisation finalement d'une organisation plus ouverte. Et c'est bien ce que nous faisons. Le deuxième point qui est important pour le groupe, c'est finalement d'ouvrir l'ensemble de ces formations à une diversité la plus large possible. Nous sommes, et vous le savez, spécialisés dans les métiers tech et digitaux, sur lesquels finalement le niveau de parité, ou en tout cas le taux de jeunes filles dans ces métiers est faible, on peut le dire, puisqu'on parle de 10 à 15%, notamment sur les filières les plus techniques. Et l'engagement dans une plus grande mixité est quelque chose d'important pour aussi la qualité finalement du web et de la tech que l'on veut demain. On parle beaucoup de biais, par exemple, dans nos algorithmes d'intelligence artificielle. Avoir une plus grande diversité, une plus grande mixité, c'est aussi une façon d'avoir une tech plus inclusive et plus au service finalement du développement durable et finalement d'un monde plus respectueux et plus équilibré. Donc voilà, je voulais vraiment remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la constitution de ce panel de très grande qualité, à leur engagement continu et constant, puisque cet événement fait suite à l'accueil de Elle Bouge, du forum Elle Bouge en fait sur Paris Innov, sur Nanterre Innov Campus pardon, et sur le campus de Paris il y a quelques semaines, qu'on est aussi partenaire de Women and Cyber, donc l'événement autour de la cybersécurité et de la favorisation de l'émergence des femmes dans la cybersécurité, et que nous allons continuer de manière régulière à favoriser, à accompagner et à travailler avec l'ensemble des acteurs qui finalement favorisent, permettent d'éveiller nos étudiants, permettent d'ouvrir nos étudiants sur ces sujets pour que, je le répète, qu'ils soient encore des acteurs engagés au sein de l'école, au sein du groupe, mais surtout lorsqu'ils seront des décideurs économiques dans les organisations dans lesquelles ils seront demain. Voilà, je ne vais pas être plus long, je n'ai absolument pas dit ce que j'avais écrit, mais je vous souhaite un très très bon panel. Merci. Merci Anil. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous tous qui nous regardez en distanciel, étudiants, équipe des établissements Innov sur tout le territoire national. Vous êtes près de 10 000 à nous suivre. Et un énorme merci également à toutes les conférencières qui sont ici présentes ce soir pour nous parler du titre de cette conférence, la réussite au féminin. Mais en réalité, comme vous le savez toutes et tous, la réussite, chacun en a sa propre interprétation et nous allons le découvrir au fur et à mesure. Donc, pour démarrer cette conférence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans un premier temps, mesdames, alors on va le faire 5 par 5, parce que comme vous avez pu le voir, nous avons plusieurs intervenantes. Donc, dans l'ordre d'arrivée, mesdames Fatane Idri, que je vous demande d'applaudir et elle va se présenter après elle-même. Fatane, tu peux monter et nous rejoindre. Mesdames Virginie Klein, Madame Marion Ranvier, Madame Tiffaine Lagarde-Martineau, Madame
Salima Goujdad. Et puis, comme vous l'avez bien compris, cet événement se fait avec et pour les jeunes. Et c'est pourquoi ce soir, cet événement va être modéré par deux jeunes. Vous entendez bien, deux jeunes étudiantes brillantes et également dont l'une a remporté un concours d'éloquence. Donc c'est vous dire, quand on remporte un concours d'éloquence, ça veut dire avant tout la passion, l'engagement, les convictions, et ce sujet lui tenait particulièrement à cœur, comme vous allez le découvrir ce soir. Donc du coup, je vous demande de bien vouloir applaudir pour leur baptême du feu, mesdemoiselles Flavie et Sarah. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir, parce que vous allez, dans un premier temps, assister à une petite vidéo, parce qu'on vous a promis un événement national. Et là, pour le coup, on a une vidéo qui a été montée par le campus de Toulouse. Alors, le campus de Toulouse est dirigé par, à votre avis, un homme ou une femme? Forcément, une femme. Alors, on a une pensée pour Géraldine Lecaer qui a mobilisé son équipe, notamment Com et ses étudiants, pour répondre à cette question. Parce que du coup, ça va vous permettre de cogiter par rapport à la réponse que vous allez faire. Et je suis désolée, je tourne le dos aux deux modératrices, mais vous inquiétez pas, je vais disparaître de l'écran dans très peu de temps. Et elle s'est également prêtée au jeu. Et vous allez voir que sa réponse est à la fois avec la tête, mais aussi le cœur. Donc du coup, Magnéto Martin. Pour moi, la réussite au féminin, c'est dans le milieu professionnel, le fait que maintenant les femmes occupent davantage de postes qui à l'origine étaient traditionnellement masculins, le domaine du bâtiment, l'aéronautique, l'ingénierie. Par exemple, dans mon entreprise actuelle, là où je fais mon alternance, les femmes sont très représentées au niveau de notre équipe de management, 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est la réussite au féminin. Donc pour moi, la réussite au féminin, ça réside dans les objectifs qu'on se fixe au quotidien, que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Me concernant, ça va être sur le plan professionnel au niveau de la création de mon entreprise. Vraiment m'y consacrer à 100% pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien développée et après me consacrer à ma vie personnelle. La réussite, qu'est-ce que c'est? Vaste sujet. Eh bien, c'est un chemin que l'on construit, étape par étape, tout au long de sa vie. Le fruit d'une réflexion qui doit amener à poser ses objectifs. C'est ensuite le résultat d'actions qui doivent permettre de concilier à la fois sa vie personnelle et professionnelle pour s'épanouir. C'est enfin un apprentissage, apprendre de ses erreurs pour continuer à s'améliorer, toujours dans l'optique d'atteindre ses objectifs. La réussite peut prendre des formes très différentes selon les personnes que l'on interroge. Me concernant, c'est d'abord voir mes enfants grandir et se construire en futurs citoyens du monde, bien dans leur basket et libres de choisir leur voie. En tant que femme, c'est continuer à découvrir de nouvelles passions comme la moto, ou encore me donner les moyens de courir mon 3e marathon à Paris en avril prochain. Et en tant que directrice, réussir, eh bien, c'est donner la possibilité à nos étudiants de construire leur avenir en s'épanouissant, et c'est aussi d'accompagner nos collaborateurs sur ce chemin. Et n'oubliez pas, la réussite vous appartient. Donc, un grand big up aux étudiants de Paris-Toulouse, enfin de Toulouse, pardon, et également de Paris, hein, mais forcément de Toulouse et de Géraldine. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions dans le cadre du chat qui est prévu sur Teams, qui seront posées aux intervenantes. Maintenant, je vais céder la parole à Sarah, qui va démarrer. Et ce que je vous propose, c'est que lorsqu'elle va vous poser la question, c'est de bien vouloir vous présenter assez brièvement. Je vous remercie infiniment. À toi, Sarah. Donc, merci Faten. Merci à tous et à toutes d'assister à notre conférence. C'était un événement qui nous tenait vraiment à cœur. Donc merci à vous qui êtes ici et merci aux personnes qui nous regardent en distanciel. Mesdames, on avait une question à vous poser, une question qui nous tenait à cœur à nous. Quelle est votre définition de la réussite au féminin ? Ma définition. Alors, Salima Goujdad, principale de collège dans l'Essonne à Brunois.
Ma réussite au féminin, en ce qui me concerne, elle se situe entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. La vie personnelle, c'est pouvoir justement apprécier ce qu'ont pu réaliser mes enfants et ce qu'ils réaliseront demain. J'ai essayé de leur donner une éducation qui leur permettrait de s'ouvrir tous les champs des possibles, sans frein, et en ayant la capacité de me dire non à moi, parce que c'est pas évident de me dire non. Et ça, ils savent très bien le faire maintenant. En ce qui me concerne, moi, c'était de pouvoir rendre à l'institution ce qu'elle m'a donné, parce que je considère que je suis un pur produit de l'école de la République. Je viens d'un milieu modeste, mais la première chose qu'on m'a apprise, c'est à m'amener à la bibliothèque tous les mercredis. C'était à Nîmes, dans le Gard. Et tous les mercredis, j'allais à la bibliothèque. Et donc, la lecture m'a permis de m'ouvrir. Parce qu'on a chacun son éducation, donc j'avais pas une éducation, judéo-chrétienne très stricte, mais j'avais pas l'éducation qui me permettait de sortir et de découvrir plein de choses. Et moi, je les ai découvertes dans les livres. Et forcément, j'ai fait des études d'histoire. Et mes études d'histoire m'ont amenée aujourd'hui à devenir chef d'établissement. J'ai été enseignante, enfin j'ai fait plein de métiers par ailleurs. Mais bon, j'ai été enseignante, maintenant je suis chef d'établissement. Et cette réussite, maintenant, je voudrais la partager avec mes élèves. Parce que pour moi, ma réussite, c'est tout ce que je peux apporter à mes élèves, que je sois en lycée professionnel, et je cite le lycée professionnel parce que ça me tient à cœur. C'est une voie d'excellence et c'est important de reconnaître cette voie d'excellence. Aujourd'hui, je suis en collège et pouvoir permettre aux jeunes filles, aujourd'hui on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes, les ouvrir vers des métiers d'excellence, les ouvrir, comme monsieur le directeur le disait tout à l'heure, vers les métiers de la tech, vers des métiers improbables en réalité, auxquels elles ne se destineraient pas. C'est une réussite. Et surtout leur apporter la confiance en elles-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, elle se dirige et elle postule à un poste quand elle a 100% des compétences, alors qu'un homme, il se contente d'avoir ses 60% de compétences pour oser postuler. Donc, voilà. C'est quand même, c'est statistiquement prouvé et c'est important de le savoir. Donc moi, ce que je voudrais dire à tous mes élèves, que ce soit des garçons ou des filles, parce que je veux qu'ils réussissent tous, c'est d'oser. Voilà, c'est la réussite au féminin, c'est oser. Parce que si on n'ose pas, eh ben on n'obtient pas ce qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À mon tour, bonjour à tous, je suis Marion Ranvier, directrice de la Content Square Foundation. Et pour moi, effectivement, la réussite, c'est un état d'esprit. Et moi, pour ma propre expérience, ça a été finalement la liberté et la liberté d'entreprendre sur un sujet qui nous tient à cœur. Et donc moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social pour mettre en avant le sujet de l'accessibilité numérique pour des personnes en situation de handicap. Et donc c'est cette notion sociale qui m'a portée et qui m'a permis de me construire, tout en construisant finalement cette vision d'équipe, de recrutement. J'ai été aussi portée par finalement la naissance de mon fils, parce que la réussite, c'est aussi sur la partie finalement ce qu'on construit dans sa famille, dans ses projets. Et finalement, cette réussite, pour moi, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est oser que ça soit entreprendre ou aller sur des sujets que l'on ne connaît pas, mais qui nous passionnent. Et c'est vraiment cette notion de liberté, d'avoir la liberté de nos choix qui nous portent au quotidien. Parfois, il y a des mauvais choix, mais en fait, on apprend tous de ces mauvais choix. Et c'est vraiment un parcours. Et donc, si je peux effectivement aussi donner un conseil aux étudiants, c'est oser sur cette trajectoire de choses qui vous passionnent, parce qu'avec la passion, on bouge des montagnes. Voilà, je passe mon micro. Merci. Alors, moi, je suis Virginie Klein, je suis avocate depuis plus de 30 ans. Enfin, j'ai démarré comme avocate à l'âge de 24 ans, donc une longue carrière derrière moi. Je cumule mon métier d'avocat avec les fonctions d'adjoint au maire dans une ville du 92 et Neuilly-sur-Seine pour ne pas la nommer. Et puis tout récemment, depuis 2 ans, j'enseigne le droit, donc je suis chargée d'enseignement à l'ESCP, dans différentes écoles de commerce pour commencer. Alors la réussite au féminin, je vais dire que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif.
Vous avez la réussite sociale. Alors, on est dans une école de cinéma, donc je pense que tout le monde veut devenir Fanny Ardant, Sophie Marceau, etc., etc. Peut-être aussi Marlon Brando, enfin, peut-être d'autres de nos jours que je ne connais pas parce que je ne vais pas tous les jours au cinéma. Mais enfin, vous avez tous envie de devenir, d'être comme une actrice de cinéma parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont jolies, etc. C'est ce qu'on appelle la réussite sociale, ou d'être... vous avez d'autres héroïnes, mais c'est la réussite sociale. La réussite plus, de manière plus intrinsèque et de manière plus personnelle, chacun va la ressentir différemment. Et puis vous la ressentirez différemment selon que vous êtes une petite jeune ou selon que vous arriviez à un âge mûr. Parce que je vais vous dire, l'autre jour je réfléchissais et je me suis beaucoup amusée. Moi, à 10 ans, qu'est-ce que je voulais réussir? C'est descendre la pente derrière la maison en patin à roulettes et bâton de ski. Et j'avais 10 ans avec ma sœur et notre objectif de réussite de la journée, c'était d'arriver à descendre tout chousse, on était complètement cinglés, une pente en béton comme ça, avec des patins à roulettes qui n'existent plus, c'était des casseroles à roulettes, voyez-vous. Eh bien, à 10 ans, notre réussite, c'était de descendre la pente et de faire du slalom en patins à roulettes. Après, à 20 ans, votre réussite, c'est quoi? C'est de réussir vos études. Et puis à 30 ans, c'est peut-être de vous trouver un mari, de fonder une famille, etc. À 40 ans, vous vous posez en vous disant « Bon, ben voilà, ce que j'ai fait, c'est pas mal, mais je veux aller plus loin. » Et puis, plus vous vieillissez, plus vos objectifs, vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire plein de choses intéressantes, mais vous devenez un peu moins prétentieuse. C'est-à-dire que vous vous dites, finalement, la réussite, c'est quoi? Au féminin, c'est d'arriver à mener votre vie de famille et votre vie professionnelle et les à côté de manière équilibrée, de sorte que vous soyez épanouis. Moi, j'ai 3 enfants, ça devient un peu une famille nombreuse. J'ai jamais arrêté de travailler parce que les avocats, on ne peut pas arrêter de travailler, on n'a pas la sécurité sociale derrière. Ça a fait des progrès depuis que j'ai accouché, hein. Maintenant c'est un petit peu mieux. Mais enfin, du temps où je faisais des enfants, enfin, il fallait mener tout de front. Donc je pense que la réussite au féminin, c'est être épanoui dans sa vie professionnelle, être épanoui dans sa vie privée. Et il faut que ce soit à l'équilibre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre vie si vous réussissez uniquement de manière professionnelle. Je ne sais pas si... alors j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour les chefs d'entreprise, les femmes PDG, il n'y en a pas beaucoup. Des femmes premiers ministres, il n'y en a pas beaucoup. Des femmes présidents de la République, il n'y en a pas du tout. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là. Mais est-ce que pour autant, cette réussite professionnelle, est-ce qu'elles ont réussi leur vie privée? Et moi, aujourd'hui, je dis, à mon âge vraiment mûr, la réussite, c'est réussite professionnelle et réussite privée, c'est être heureux, c'est être épanoui, et il ne faut pas aller chercher plus loin. Alors bonjour, je suis Tiffaine Martineau-Lagarde. Donc moi, je représente le secteur culturel, je travaille au ministère de la Culture. À l'origine, je suis chartiste, j'ai fait l'école des Chartes, qui est une école des sciences de l'histoire, et je suis conservatrice générale des bibliothèques. J'ai commencé en bibliothèque à la Bibliothèque nationale de France, et puis après j'ai eu un parcours très diversifié dans l'administration du ministère de la Culture, puis en cabinet ministériel à l'Éducation nationale. Puis là, depuis 10 ans, je suis très investie sur le cinéma. J'ai été pendant 10 ans chef de service en charge du cinéma, du livre, des médias à la direction régionale du ministère de la Culture en Île-de-France. Et donc j'ai monté là dernièrement un projet d'exposition et de recherche sur les femmes dans l'histoire du cinéma français, sur toute l'histoire du cinéma français. Alors pour moi, la réussite au féminin, c'est avoir acquis la liberté de choisir selon ses propres aspirations et sans se laisser imposer des modèles de l'extérieur. Des modèles soit qui viennent de sa famille, soit de son environnement, de son milieu social, soit de son environnement direct. C'est que nos choix viennent vraiment de nous. Et c'est justement ce que nous apporte la culture, l'art et le cinéma, c'est nous donner des ouvertures vers d'autres mondes, d'autres cultures qu'on n'aurait sans doute pas connues sans, et d'être riche de toute cette diversité pour faire des choix vraiment personnels. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important dans la réussite au féminin, enfin, qui n'est peut-être pas uniquement au féminin d'ailleurs, qui peut être aussi au masculin. La réussite au féminin, c'est aussi une réussite qui se fait avec les autres. On ne réussit pas seul. On réussit parce qu'on a des modèles qui nous inspirent, parce qu'on fait des rencontres qui nous ouvrent des portes, qui nous donnent des opportunités,
qui nous révèle parfois aussi à nous-mêmes des talents qu'on s'ignorait, qui nous donnent confiance. On réussit avec les autres parce qu'on monte des projets avec les autres en coopération et parce qu'on monte des partenariats où chacun apporte son savoir-faire et de façon complémentaire. Ce que je voulais dire aussi sur la réussite au féminin, c'est que ça n'est pas linéaire. Dans une vie professionnelle et personnelle, il y a toujours des moments où c'est plus difficile que ce qu'on avait prévu. On n'arrive pas forcément à faire exactement comme on voulait. On peut vivre aussi des épreuves personnelles, et ça a été mon cas avec une épreuve familiale importante il y a quelques années. Et en même temps, ces épreuves, en fait, on apprend beaucoup de ces épreuves. Et là aussi, on se trouve des forces en fait, qu'on ignorait en soi si on n'avait pas passé ces épreuves. Voilà. Et puis alors, le troisième élément que je voulais mettre en avant, c'était que pour moi, la réussite au féminin, c'est connaître la valeur ajoutée qu'on a et qui nous est unique. Parce qu'on apporte notre personnalité, notre histoire, qu'on a construite dans l'enfance, par nos études, et c'est cette combinaison de toutes ces expériences personnelles qui fait notre caractère unique et qui fait qu'on peut porter des projets que seuls nous pouvons porter. Et c'est ça qu'on apporte en fait à la société, qu'on apporte aux autres, en s'enrichissant aussi de ce que les autres nous apportent. Et donc pour moi, la réussite au féminin, c'est d'abord une réussite de l'humain. Bonsoir, Fatane Idri. Alors, je suis également avocate. J'ai également des fonctions électives. Je suis conseillère régionale et je suis élue au sein d'une ville. Alors, deux petits mots sur la réussite au féminin, qui est une notion très protéiforme. Ça regroupe tellement de choses. La réussite, puis c'est quelque chose de subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie? Pour moi, en tout cas, la réussite au féminin, c'est la réussite tout court. J'ai peut-être cette particularité de m'être jamais considérée comme une personne à part parce que j'étais une femme. C'est vrai que j'ai la voix d'un homme, alors ça aide, surtout quand on plaide. Elle est où, maître Idri? Je l'ai eu au téléphone. Bah, c'est moi. C'est pas un monsieur? Non, non, c'est bien moi. Donc j'ai jamais fait la différence d'être une femme. C'est vrai que j'ai considéré, peut-être de manière intériorisée, que je devais avoir la personnalité pour aller de l'avant. Et pourquoi je dis protéiforme? Alors ça a été évoqué par les intervenantes. Finalement, la réussite, elle évolue avec le temps. Lorsque j'étais enfant, c'était de voir la fierté dans le regard de mes parents, parce que je ramenais des bonnes notes. Je me disais, c'est ça la réussite. Il faut être première de la classe. J'aimais bien la compétition à cette époque-là, encore un petit peu aujourd'hui, mais pas de la même manière. Puis en grandissant, ça a été de me dire, je n'aime pas les injustices. Et j'aime pas qu'on me mette dans un carcan. Alors peut-être de manière déguisée, mais en tout cas c'était peut-être ça. Peut-être qu'être une femme faisait partie de ces carcans psychologiques dans lesquels on se met soi-même aussi des fois. Alors j'ai grandi en banlieue parisienne et je ne voyais pas pourquoi, en ayant grandi en banlieue parisienne, je devais aller dans la faculté de banlieue parisienne à 50 km de Paris. Et comme j'avais beaucoup de personnalité, j'ai été poussé la porte du président de la faculté parisienne en lui disant je veux venir là. Mais pourquoi? Parce qu'en fait je veux venir là. Je m'étais dit mais pourquoi on veut tout le temps m'assigner à résidence quelque part? Puis là, ça l'a fait rire, mon culot à 18 ans, 19 ans, et il m'a accepté. Et puis quand j'ai fini mes études à l'époque à la Sorbonne, je me suis dit mais j'ai envie d'autre chose. Pourquoi je devrais me limiter? C'était ça pour moi l'idée de la réussite. C'était de dépasser tous les plafonds de verre qu'on se met nous-mêmes aussi, il ne faut pas se mentir. Et puis j'ai pris un crédit et je suis parti à Cambridge. Comment, je ne sais même pas. Parce que je ne parlais pas très bien anglais, mais j'ai réussi à être accepté. Et puis j'ai réalisé mon rêve qui était finalement pour moi le Saint Graal. Moi qui voulais lutter contre toutes les injustices et qui aimait tellement parler, en plus c'était d'être avocate. Alors là j'avais quartier libre. C'était ce qu'il fallait faire. Et donc je suis devenue avocate et puis ça a été une passion. Une passion parce que je devenais la voix des sans-voix, la voix de ceux qui n'arrivaient peut-être pas à se défendre ou ceux qui n'arrivaient pas à répliquer. Et c'est pour ça que je dis que la réussite, c'est une notion protéiforme mais tellement subjective. Parce que pour d'autres personnes, réussir sa vie, c'est peut-être s'occuper de ses enfants, c'est avoir un autre type de métier,
c'est différent. Et aujourd'hui, à l'aune de mes 42 ans bientôt, encore quelques jours, j'en profite, pour moi, la réussite, finalement, ce n'est plus de briser tous ces carcans, parce que je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus ce syndrome de l'imposteur. On apprend avec le temps, on grandit, et on se dit qu'être une femme, être un homme, tant qu'on a la volonté, le courage, on serre ses forces, on avance dans son destin. Et puis les gens, finalement, aujourd'hui, je pense que beaucoup des gens que je côtoie au quotidien me voient même plus comme une femme, mais me voient comme une personne. Quelque part, c'est ma forme de réussite à moi, de justement qu'on ne nous assigne pas dans des catégories, dans des cases. Et à l'aune de mes 42 ans, aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est la liberté. Je prends un plaisir incroyable à me sentir libre. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Je ne cherche plus l'onction et la bénédiction dans le regard d'autrui. Je suis libre. Libre. Et puis la liberté pour les femmes, c'est ça, c'est de se dire la liberté d'avoir une vie familiale. Moi, je l'ai eu assez tardivement. Je me suis mariée à 35 ans. J'ai eu des enfants tard. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire et j'en suis très heureuse. La liberté, si je n'avais pas voulu avoir d'enfants ou pas pu, de le vivre de la manière la plus tranquille, parce que je ne vois pas pourquoi aussi on nous force à rentrer dans un schéma. Parce que nous, les femmes, c'est peut-être ça la spécificité des femmes, c'est qu'on nous juge beaucoup. On nous juge énormément, je ne dis pas que ce n'est pas le cas des hommes. Eux aussi, les pauvres sont jugés. Mais on est jugé énormément et je pense que la réussite, me concernant, c'est la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai eu cette chance incroyable d'être libre, de continuer à l'être. Je me le souhaite encore longtemps et je le souhaite à toutes les femmes d'être libres et de faire ce qu'elles veulent faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames. Donc, on a bien vu, la notion de réussite, c'est déjà quelque chose qui est propre à chacune. Et avec Sarah, on a préparé une liste de questions pour approfondir justement cette notion de réussite et un peu comprendre la vision que vous avez sur les femmes, leur place dans la société, et un peu plus parler de vous, approfondir. Donc, ce que je vous propose, c'est, on a préparé des questions dans la boîte. Je vais vous faire passer la boîte, vous la piochez, vous nous la lisez à haute voix et puis vous y répondez. Ça vous va ? Super. Alors la question, que pensez-vous qu'il est important de dire aux enfants d'aujourd'hui ? Alors tout simplement ce que je dis tous les jours à mes enfants, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire et de ne jamais se poser de barrières. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a tendance à se poser des limites, à penser qu'on n'arrivera pas à faire cette chose-là avant même d'avoir essayé à la faire. Et en fait, non, il faut y aller, il faut foncer. Et alors, je suis une maman, je suis une professionnelle aussi, mais je leur dis souvent de prendre des chemins de traverse s'ils n'arrivent pas à arriver là où ils veulent aller. Parce que parfois, moi je suis originaire du Sud et dans le Sud on dit qu'il faut prendre le gauche. Voilà. Et c'est aussi ma façon de procéder. Je suis une personne qui aime bien faire aussi ce qu'elle a envie de faire. Et ce que je souhaite, moi, c'est que mes enfants fassent ce qu'ils veulent faire, qu'ils voyagent, qu'ils soient libres et qu'ils apprennent à dire non. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'apprendre à dire non. Moi, j'ai appris très tardivement à dire non. Et la confiance en soi, l'estime de soi et la liberté, c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Et j'espère en tout cas que mon fils est dans la salle, j'en profite. Je lance des messages aussi en même temps. J'espère qu'ils y arriveront. Et voilà, c'est mon meilleur souhait à moi, c'est qu'ils puissent se débrouiller tout seuls sans moi. Je les accompagne parce que je suis une maman, mais ce sont des citoyens de demain et donc ils doivent pouvoir évoluer tout seuls en faisant leurs choix propres. Voilà. Alors, comment pensez-vous éduquer ou éduquez-vous vos enfants ?
Alors moi, comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule, j'ai créé une start-up en lien avec l'accessibilité numérique. Donc moi, l'inclusion est un sujet qui me tient à cœur. Donc mon fils de 3 ans et demi, j'essaye de l'éduquer en étant le plus inclusif possible, en regardant autour de lui, en apprenant à connaître les gens, en essayant de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. La notion de handicap parfois, et on le voit très jeune, on peut être pointé du doigt. Eh bien non, on va essayer d'apprendre de cette personne, quelle est sa difficulté, quelle est sa vie. 80% des handicaps sont invisibles, donc c'est important aussi de ne pas juger. Donc c'est ce que j'essaye de lui inculquer. Tu disais effectivement dire non. Je pense que j'essaye de lui apprendre à se connaître lui-même, parce qu'on est tous très différents, on a tous des aspérités très différentes, et je pense que laisser cours aussi à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime, apprendre ce qu'on n'aime pas, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours entrepreneurial typiquement, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée là-dedans en me disant: Marion, finalement, tu peux tout faire, ne te mets pas de barrière, tu peux tout faire, ne pas du tout éduquer en étant genré, fille ou garçon. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par mes parents pour créer ma start-up en me disant: Marion, on te donne l'opportunité de tout faire. Et je l'ai vu quand j'ai créé cette start-up. Je suis partie à Las Vegas pour pitcher mon projet au CES, qui est un gros salon de la tech, et j'étais enceinte de mon fils de 6 mois. Et on me regardait en me disant: mais qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, elle n'a pas du tout sa place ici. Eh bien si, en fait, moi je crois que j'ai au contraire été portée par lui. Je crois que c'est les meilleurs pitchs que je n'ai jamais fait, vraiment, pour être honnête. Et d'ailleurs, quelques mois après, j'ai été appelée par un grand CEO de la tech pour racheter ma boîte. Et donc je pense vraiment que mon fils m'a portée dans ces moments-là. Et ce que j'essaye de lui inculquer aujourd'hui, c'est que je suis une maman active, mais que je suis sa maman. Je l'aime énormément, mais il n'y a pas de règle, en fait, d'être là tous les jours, d'être moins là, d'être en voyage. Je crois que je suis là pour lui, j'espère, et que je l'aime énormément, et j'espère qu'il pourra toujours compter sur moi. Mais voilà, c'est cette notion d'inclusion, de porter des projets, d'être force de proposition, parce qu'on l'est toujours et à tout âge, et qui laisse place aussi à son imaginaire, parce que ça, c'est magnifique, l'imaginaire des enfants. Voilà. Ah oui, la boîte. Oui. Donne la boîte. La boîte. Je mélange, parce que... Comment... Attends. Ouais, pardon. Comment avez-vous réussi à lier vos vies professionnelles et personnelles? Alors, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. D'abord, il faut que ça se fasse absolument naturellement. Et ça s'est fait chez moi naturellement. Moi, j'ai démarré la profession d'avocat en ayant des patrons. Alors évidemment, ça c'est un peu compliqué quand vous faites des bébés. Et puis après, je me suis installée à mon compte. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce que vous accouchez juste le matin de l'accouchement. J'ai encore envoyé des fax, si vous voulez. Après l'accouchement, j'avais mon bébé dans un transat qui regardait sa maman travailler. Ça a fait un aîné assez studieux, d'ailleurs, je dois dire. Donc il faut que ça, c'est compliqué, c'est compliqué, mais il faut s'organiser. Je pense qu'il y a une organisation qui est indispensable. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir la pression d'un patron sur le dos. Ça fait depuis les années 95 ou 97 plus exactement, que je suis à mon compte. Donc j'avais pas la pression d'un patron, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis l'organisation, c'est d'être à 5 minutes de sa maison, à 5 minutes des écoles. Et donc, c'est une super organisation qui vous permet effectivement de lier le travail et la vie privée. Sinon, je pense que c'est ingérable de... Enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir... j'ai vécu longtemps en province et après, je suis arrivée à Paris. Et j'ai fait à Paris comme si j'étais en province. Et donc, je me suis organisée et je pense que c'est effectivement le mot organisation qui vous permet de lier vie professionnelle et vie privée sans avoir des moyens. Quand on a beaucoup d'argent, c'est très facile. Quand on a des moyens financiers dans la norme ou quelconque, vous gérez ça au quotidien. Je me souviens c'est un peu comme vous, mais c'était il y a plus longtemps, quand j'ai décidé de me lancer, parce que j'en avais ras-le-bol d'avoir un patron, je devais avoir 35 ans ou un truc comme ça, j'avais fait une colonne budget minimum, budget moyen, budget maximal.
Et puis je me disais, mais si c'est budget minimum, là je vais être dans les choux, ça va être affreux. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre? Bon, alors j'avais un mari qui gagnait sa vie quand même. Et puis finalement, ça a marché tout seul. J'étais tout de suite dans la 3e colonne, budget important. Et donc ça a marché tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut avoir confiance. Faut avancer. De toute façon, dans la vie, il faut avancer, il n'y a pas le choix. Et puis, il faut être, en tout cas les femmes, parce que moi, mon mari, il prend sa douche, il part au bureau. Moi, je prends ma douche, je prépare le petit déjeuner, j'emmène les enfants à l'école, je termine de ranger la maison, et ensuite, je me mets au travail. Et bien ça, en 1 heure de temps, on va dire, pendant ce temps, lui, il a pris sa douche et il est allé au bureau. C'est très facile pour un homme. C'est, je pense, que là qu'on a un problème d'égalité. Bon, il y a des papas-poules qui font sûrement ça très bien. Moi, j'ai pas vécu le papa-poule, et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu une organisation de très minutieuse, minutée, etc., eh ben, je ne serais pas arrivée à tout mener de front. Mais voilà, je pense que pour répondre à votre question, s'organiser, c'est le maître mot d'arriver à conjuguer vie professionnelle et vie privée quand vous êtes une femme. Alors, dans un monde idéal, quelles mesures mettriez-vous en place pour les femmes? C'est pas facile, hein? Alors moi, je voulais justement rebondir sur l'intervention précédente dans les mesures à mettre en place. En fait, moi, j'ai une expérience un peu différente sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, je suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai tout de suite, même avant, j'ai tout de suite mis les choses à plat et j'ai proposé d'un partage des tâches avec mon mari. Et je suis persuadée qu'une des mesures importantes pour aider les femmes, en fait, ça commence par les petites choses du quotidien, effectivement, et une des petites choses, mais qui n'est pas si petite que ça, qui est en fait importante, c'est le partage des tâches. Et donc, dans notre couple, on s'est partagé. C'est mon mari qui fait les courses, c'est lui qui s'occupe de la lessive, voilà, qui fait le repas. Moi, je fais aussi d'autres choses de mon côté. Mais d'emblée, j'ai dit, c'est pas parce que je suis une femme que, en fait, toutes les tâches ménagères ou de la vie familiale vont me retomber dessus. On travaille tous les deux, et ben donc on se partage les tâches. Et après, en fonction de nos expériences professionnelles, de nos vies professionnelles, il y a eu des moments où j'avais besoin de plus travailler et c'est lui qui prenait le relais. D'autres moments où c'était l'inverse, c'est moi qui étais plus à m'occuper de nos enfants et lui plus à mettre la priorité sur sa carrière professionnelle. Alors après, pour revenir sur les mesures à mettre en place pour les femmes, alors je vais rebondir un peu en lien avec le projet que je suis en train de monter sur les femmes dans le cinéma. Parce qu'un des constats que je fais, c'est que les femmes dans l'histoire du cinéma, elles ont été très importantes et très nombreuses. On parle depuis quelque temps d'Alice Guy, de Musidora, de certaines femmes. Et je me suis dit, en fait, on les redécouvre alors qu'elles ont été importantes et que pendant des dizaines d'années, on n'en a pas parlé. Mais en fait, des femmes comme elles, il y en a beaucoup. Et on ne parle pas de toutes les autres. Et ce qui m'a frappée en commençant des recherches sur ces femmes dans les métiers du cinéma, c'est que donc elles étaient nombreuses et qu'elles ont eu des contributions à l'histoire du cinéma qui ont même été au-delà de quand on arrive à trouver leur nom et à les identifier. Elles ont des titres, on imagine leur activité, et quand on avance dans les recherches, on se rend compte que leur contribution a largement dépassé le titre qu'on leur a donné. Alors, je m'éloigne un peu de la question initiale, mais je voulais juste donner un exemple. La première script en France, dont on dit qu'elle est la première script en France, Jeanne Vita, elle a laissé des mémoires. Et dans ces mémoires, donc elle a été script et secrétaire de grands auteurs. Et on se rend compte qu'en fait, pour écrire les livres avec les auteurs, ou les scénarios, ou les films, il partait s'isoler à la campagne à 2 ou 3, et elle dit dans ses mémoires, en fait, les auteurs donnaient les idées, et moi,
je mettais en forme ce qu'il disait. Donc en fait, elle n'était pas que script, elle était co-auteur. Donc ça, c'était dans les années 30 aux années 50 et après. Et donc ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle était script alors qu'elle était beaucoup plus que ça. Et donc parmi les mesures, ça pourrait être de rendre les femmes davantage visibles et pour la réalité de la contribution qu'elles ont apportée. Voilà. C'est un peu théorique, mais... J'espère que ce n'est pas une formule mathématique à résoudre. Pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, moi je suis contre les partages des tâches. Dans mon couple, j'aimerais que mon mari fasse tout. Je plaisante. Alors, avez-vous ressenti une pression sociale sur le sujet des enfants, du mariage ? Écoutez, je pense que ce n'est pas que moi, hein, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement ça s'est bien tombé. Hein. Les femmes ont, c'est vrai, il est vrai, beaucoup de pression sur ces histoires-là, sur ces questions-là. Encore plus lorsqu'il y a une carrière assez soutenue. J'ai eu le droit, comme d'autres, à des questions, c'est bien gentil tout ça, tu travailles, etc., mais les enfants et le mariage, c'est pour ça que je parlais de liberté. S'il y a vraiment un point qui est gênant, c'est celui-ci en fait. On en demande toujours plus aux femmes sur cette question du mariage et des enfants. Et il y a des femmes qui n'ont pas envie tout simplement de se marier, elles ont le droit, pas envie d'avoir des enfants, elles ont le droit. L'histoire de la vie fait que peut-être qu'elles ne peuvent pas. Mais c'est vrai qu'on essaie d'attaquer souvent les femmes sur cette question-là. Et moi, à titre personnel, la pression, bon, ça ne m'atteint pas. Mais c'est vrai que ça a été assez fort. Et je l'entends autour de moi. Et je trouve ça regrettable, en fait. C'est vraiment là-dessus, je pense que peut-être même plus que de lier, d'arriver à conjuguer les deux, la carrière professionnelle, familiale, je pense que c'est cette attente, comme si les femmes étaient des mauvaises femmes, si elles ne remplissaient pas leur devoir conjugal, si elles ne se mariaient pas, si elles n'avaient pas d'enfants. Et ça, c'est difficile à vivre, je pense, pour les femmes qui ont cette pression. Hein. Ça commence à 25 ans et ça ne s'arrête jamais par la suite. Et c'est des attaques. Moi, je connais des personnes de mon entourage, de ma famille, qui se font attaquer au travail sur ces questions-là. On peut piquer là-dessus. Et tu te maries pas? Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas à poser aux questions, au travail. Et je ne pense pas, et je parle sous le contrôle de ces messieurs, je ne pense pas qu'il y ait autant de questions, on va dire, obsédantes sur ces histoires-là. Donc, je pense que la pression sociale existe sur cette histoire. Et je pense, et c'est encore plus triste à le dire, que c'est une manière d'atteindre les gens quand on a envie de les toucher psychologiquement. Donc voilà. Je vais laisser Faten reprendre la parole au niveau des questions, parce que je pense qu'on doit avoir des questions, que ce soit dans le public ou en distanciel. Oui. Donc, alors, est-ce que déjà dans le public, il y a des questions, ou sinon on passe aux questions du distanciel? C'est plutôt calme dans le public. Alors, ils sont en admiration, effectivement, Virginie. Totalement en admiration, en extase même. Alors, nous avons une question de Diaz, qui, alors je ne sais pas de quel établissement tu es, Diaz. Est-ce que vous avez des conseils pour avoir une meilleure confiance en soi, même au niveau professionnel de Paris? Et cette question s'adresse à Faten Idri. Alors, on va faire un remake des Inconnus. Cher Faten, Diaz de Paris, I9 Campus, te pose la question suivante. Avez-vous des conseils pour avoir une meilleure confiance en soi, même au niveau professionnel? On m'entend bien? Oui. Bon. La confiance en soi, on peut regarder tous les vidéos YouTube de coach, oui, il faut avoir confiance en soi, être aligné avec soi-même, enfin, on connaît tout ça. En vérité, la confiance, pour moi, hein, mais je peux me tromper, la confiance, elle s'acquiert qu'à force de tomber. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Il y a les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, ça peut être une bénédiction. On devient une personne extraordinairement forte. Et quand on a pu voir des moments difficiles, voir le pire, et qu'on a réussi à se transcender,
Il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on peut avoir confiance en soi. Donc ce que je pourrais lui dire à Diaz de Paris, Diaz, si tu m'écoutes, c'est lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis et que tu réussis à sortir de ces problèmes, dis-toi bien que tu deviens encore plus forte. Et quand tu te sens forte, tu as confiance en toi, tout simplement. Merci. Alors, j'ai pas de questions, j'ai surtout des félicitations de la part de plusieurs personnes, d'étudiants de plusieurs campus. Je vois Pauline de Toulouse, Carole de Lille, Étienne de Lyon, Marie de Rennes. Donc toutes vous félicitent, vous remercient et vous disent bravo. Que de femmes inspirantes, vous êtes un modèle pour nous, 1000 merci, en espérant avoir plus de femmes comme vous en France. Un énorme merci, mesdames, parce que là, voilà, il n'y a pas de questions, c'est vraiment des félicitations, vous les avez toutes bluffées. Merci infiniment. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de faire intervenir une de nos conférencières qui a été retenue en province, qui s'appelle Béatrice Engrand, et qui va intervenir en distanciel. On va la voir très rapidement sur les écrans et elle va répondre aux mêmes questions qui vous ont été posées. Et ensuite, nous passerons à d'autres femmes inspirantes qui ont accepté de venir ce soir. Donc, Magnéto, Martin. On la reprend après ? Alors du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre au premier rang et on va appeler les autres intervenantes qui vous ont écouté avec attention. On vous remercie infiniment. Alors attention, vous avez des escaliers sur votre droite. Merci beaucoup. Merci, ma femme. Drucker doit trembler maintenant. Alors vous qui nous regardez de tous les campus, donc comme vous le savez, nous avons encore 5 autres conférencières. Et comme vient de le dire Faten Idri, ce soir, Drucker vient de trembler. Alors, du coup, nous avons le plaisir de recevoir sur scène, par ordre d'arrivée, Madame France Vassot, qu'on vous demande d'applaudir, je vous remercie. Madame Juliette Méadel, qu'on vous demande d'applaudir. Madame Edwige Laure-Montbouli et Madame Elisabeth Camara. Voilà. Je vous demande de bien vouloir vous installer. Et du coup, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. Je vais laisser nos 2 modératrices vous poser la première question et je vous demanderai de bien vouloir vous présenter une fois que vous aurez le micro à l'ensemble des étudiants qui vous regardent en distanciel et puis bien évidemment en présentiel. Merci. Bonjour à toutes mesdames, merci beaucoup encore une fois d'être là. Donc on repart, vous avez vu un peu le schéma de tout à l'heure avec les intervenantes qui sont déjà passées. Donc on va vous reposer la même question. Quelle est votre définition de la réussite au féminin? Vous pouvez y aller. D'accord. À vrai dire, je trouve que le mot réussite, c'est vrai que c'est intuitu personae. Alors, ça peut être sur le point de vue professionnel, mais aussi sur le point de vue personnel. Pour moi, c'est atteindre des objectifs, mais surtout être en phase avec soi-même. C'est ça, que ce soit sur le niveau personnel ou professionnel, c'est vraiment ça. Alors on dit au niveau réussite au point de vue féminin, mais bon, au point de vue humain, je dirais c'est ça, c'est être en phase avec ses valeurs. Voilà, c'est ça. Et après, à chaque étape de la vie, on a certains challenges, certaines valeurs qui évoluent, mais c'est d'être en phase avec ses valeurs. Pour moi, c'est ça la réussite, à mon sens. Donc je passe. Bravo, merci. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour cette invitation et je trouve qu'un jour de journée internationale des droits de la femme, c'est bien d'organiser ce type d'expression publique, donc
Donc je remercie l'école qui nous a invités. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est la réussite au féminin? D'abord, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on donne le sentiment de soit d'être content de soi, soit de donner des leçons, et on n'est jamais content de soi. Moi, je dirais la chose la plus importante au fond, et qui concerne les hommes comme les femmes, c'est de faire ce que l'on aime avec passion. Et d'être convaincu tous les jours qu'on fait quelque chose d'utile et d'être pleinement investi dans ce que l'on fait. Voilà, donc si j'avais une seule chose à dire à tous ces étudiants qui nous regardent, c'est choisissez le métier qui vous passionne et qui vous remplit de bonheur tous les jours. Allô, oui, donc c'est moi. Donc pour moi, la réussite, je pense qu'elle est vraiment propre à la personne. Ma réussite à moi, c'est peut-être pas la réussite d'une autre personne, et je trouve qu'au féminin, c'est assez restrictif aussi. C'est vraiment l'être humain. Pour moi, la réussite, c'est atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je resterai sur ça. Merci. Je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis France Vassou, je suis avocate, je suis associée dans un cabinet anglo-saxon. La réussite, alors déjà, la réussite est un mot féminin. C'est important de le noter. Donc, la réussite au féminin, j'ai l'impression que c'est un pléonasme. On dit 2 fois la même chose, mais bon. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, pour moi, la réussite, c'est d'abord avant tout la liberté. La liberté, c'est avoir le choix. Et la liberté, c'est pouvoir avoir le choix de faire ce que l'on aime, ce que l'on a envie de faire. Et je reviendrai sur la précédente table ronde où il y a des choses très justes qui ont été données. Et je pense que c'est un point important, notamment pour les jeunes femmes qui nous regardent, parce que la liberté, c'est un très beau mot, mais malheureusement, la liberté, elle est souvent empiétée. Souvent, régulièrement, on nous la restreint. Dans le cadre donc, de ma carrière, j'ai déjà été confrontée à un plafond de verre. Je sais ce que c'est qu'un plafond de verre, je l'ai vécu. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de théorique, c'est malheureusement quelque chose que certaines ont vécu. Mais ce n'est pas parce qu'on a le plafond de verre au-dessus de soi qu'on va s'arrêter. Bien au contraire, c'est très motivant, le plafond de verre, pour faire d'autres choses et aller vers d'autres voies. Et moi, en tous les cas, ça m'a motivée pour, par exemple, avoir la liberté d'aller ailleurs, de faire d'autres vies professionnelles. Et dans ma vie professionnelle, moi, je n'ai pas fait le même métier pendant X années. J'ai déjà eu 4 vies professionnelles différentes avec 4 métiers liés au droit de manière différente. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir se donner aussi le choix de faire autre chose et de ne pas s'arrêter aux premières barrières que l'on vous met en face. Il faut savoir sauter la barrière, la contourner, aller à gauche, c'est ça ? Voilà. C'est la bonne approche, je pense. Alors Edwige, tu ne t'es pas présentée tout à l'heure, parce qu'on m'a posé la question, mais qui est cette charmante Edwige Laure Montbouli? Okay. Alors, je dois parler, c'est vrai que je suis arrivée en retard. Je dois expliquer mon parcours un peu. Qui je suis? Ma fonction. Alors, donc là, actuellement, je suis directrice déléguée d'une association qui s'appelle Vox Populi et qui fait de l'innovation sociale dans les quartiers. En gros, on fait l'empowerment de la jeunesse à travers le prisme de la culture, formation, éducation, mais de profession. Donc, j'ai un parcours plutôt de communicante où j'ai travaillé 16 ans pour la radio Énergie. Et donc, j'étais plutôt côté show business. Et en fait, j'ai eu envie de faire un peu plus de social après 17 ans et de me mettre justement dans une carrière un peu plus liée avec le social. Et là, actuellement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à combiner les deux, c'est-à-dire que faire du social, mais tirer vers le haut. Donc, mon leitmotiv, c'est de dire que ce n'est pas parce que je suis dans le social que je vais faire des choses à bas coût. J'ai travaillé dans tout ce qui était un peu glamour, showbiz, etc. C'est d'amener un peu ce glamour-là dans le social, quoi, actuellement, voilà. Et je suis ravie d'être là ce soir, de l'invitation, pardon. Merci, Faten. OK. Alors, mesdames, si vous le permettez, et puis vous qui nous regardez derrière l'écran, nous avons retrouvé Béatrice Langrand, qui va intervenir maintenant parce qu'elle va devoir nous quitter, si ça ne vous dérange pas, mesdames. Et ensuite, on prendra le relais, donc Magnéto Martin, pour récupérer notre chère Béatrice Langrand. Bonsoir, Béatrice. Oui. Bonsoir, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Moi, je ne vous vois pas, mais... Oui. D'accord. Écoutez, il était prévu que je sois avec vous pour cette rencontre et ces échanges formidables, mais comme je viens de changer de travail, j'ai été appelée en urgence dans le cadre de mes nouvelles fonctions dans une mission dans le Var et je ne pouvais vraiment pas refuser.
mais je suis quand même contente de pouvoir témoigner devant tous ces jeunes, ces étudiants et d'autres femmes qui ont la chance d'être là physiquement. Peut-être, donc, j'espère ne pas être complètement à côté de la plaque parce que j'entendais pas les témoignages précédents, donc j'espère ne pas être trop décalée ni déplacée. En tout cas, j'ai bien aimé, j'ai l'impression que le témoignage précédent, mon intervention portait sur la jeunesse et en partie sur la jeunesse et le fait de donner sa chance à des jeunes en difficulté et d'apporter je crois, des étoiles ou des paillettes auprès de certaines populations jeunes. Donc, ça fait tout à fait le pont avec une partie de mon parcours. On ne peut pas vraiment dire carrière. Donc, j'ai quoi? J'ai 8 minutes, c'est ça ou Oui, tout à fait. Merci, Béatrice. D'accord. Bon. Écoutez, en quelques mots, peut-être vous dire que je suis née en 1967. Que j'ai fait des études de lettres modernes et que la langue allemande a toujours été ma matière forte. Pour autant, j'ai rencontré pendant mes études, pendant la période de mes études, des difficultés familiales et qui peut-être n'ont pas été étrangères à mon échec à l'école normale supérieure, dont j'ai eu un peu de mal à me remettre, mais qui ne m'a pas empêché finalement de tracer mon chemin dans la vie professionnelle que peut-être je pourrais organiser en 4 étapes. D'abord un temps à l'étranger pour le ministère des Affaires étrangères, ensuite 10 ans chez Arte, ensuite on peut dire 14 ans où j'étais dans des fonctions de direction et de leadership. Et aujourd'hui, je commence une autre activité de conseil, j'y reviendrai. Alors, à l'étranger, qu'est-ce que j'ai fait pour le ministère des Affaires étrangères? J'ai dirigé des centres culturels français juste après la chute du mur. D'abord, alors beaucoup d'entre vous, les étudiants, vous n'étiez pas nés. Mais évidemment, c'est une période historique essentielle hein, de la chute du mur et de la réunification allemande, et puis ensuite de tout l'arrimage des pays de l'Est de l'Europe à l'Union européenne. Et moi, donc, entre 1991 et 1996, 99, pardon, j'ai dirigé successivement 2 centres culturels français, l'un à l'est de l'Allemagne, donc dans ce qu'on appelle les nouveaux Länder, à Rostock, au bord de la mer Baltique, où j'ai passé presque 5 ans. Et ensuite, j'ai été nommée pour faire le même type de métier, mais dans un environnement, je pense, encore plus difficile, en Roumanie, à Timișoara. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, un centre culturel français, c'est l'idée de représenter la France sur le plan du soft power, comme on dit aujourd'hui, la diplomatie d'influence par la langue et la culture. Ce que je retiens, puisque j'ai que quelques minutes, hein, là, à cette époque-là, j'étais jeune, hein, j'avais 24-30 ans. Bon, c'était très jeune des fonctions de direction. Donc évidemment une chance inouïe, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme j'ai pu le vérifier presque 15 ans plus tard, quand j'ai ensuite repris des fonctions de leadership. Et puis évidemment, c'était toute cette période historique, comme je l'ai dit, hein, de l'unification et puis du travail d'accompagnement des pays de l'Est comme la Roumanie dans l'Union européenne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est tout ce qui tourne autour du dialogue interculturel, parce qu'on ne peut pas arriver dans un pays en y imposant ses modes de fonctionnement, ses références. Il faut savoir s'adapter sans pour autant se renier. Hein, c'est ça ce que j'appelle le dialogue interculturel, c'est faire un pas vers l'autre, c'est rester aligné sur ses valeurs et en même temps savoir entendre que l'autre a grandi dans une culture, a été éduqué différemment, parle une autre langue, a d'autres références, et qu'il faut le respecter et essayer de trouver des points communs, des ajustements pour construire
des projets et puis, par exemple, dans mon cas, construire ensemble ou participer à la construction de l'Union européenne. Donc vraiment, comme j'ai que quelques minutes, c'est très court pour résumer vraiment 7 ans de ma vie professionnelle. En rentrant en France, donc j'ai voulu quitter le réseau des affaires étrangères parce que, enfin, j'ai surtout voulu quitter la Roumanie parce que c'était passionnant mais très difficile. Et comme je n'étais pas fonctionnaire du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, bon, bah, j'ai pas eu on me proposait une mission qui m'intéressait pas tellement, donc je suis revenue en France après ces expériences un peu historiques. Sans trouver de travail, j'ai fait 6 mois de chômage. Ça a été extrêmement dur, mais en même temps formateur. Et finalement, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait chez Arte. Et je suis donc entrée dans cette chaîne de télévision, non pas pour faire des documentaires et des programmes, mais pour m'occuper, pour commencer, de la communication interne entre les Français et les Allemands dans la chaîne. Et aujourd'hui, c'est assez banal que les Français et les Allemands qui font les programmes, qui font la chaîne, travaillent ensemble. Mais à l'époque, on était 4-5 ans après la création de cet objet médiatique un peu particulier, porté par les Français et les Allemands. Ben, c'était plutôt une cohabitation d'équipes qui ne se parlaient pas. D'ailleurs, les Français, en plus, ne parlaient pas forcément allemand et réciproquement. Donc, voilà, il y avait besoin quand même de construire une cohésion et la communication interne en était un des leviers. Donc, c'est ce que j'ai mis en place dans mes premières années chez Arte. Ensuite, j'ai été nommée conseillère du président et responsable du plan de développement stratégique. Donc, le plan de développement stratégique, dans une entreprise, je pense que vous savez ce que c'est. Hein, c'est l'idée de mettre les dirigeants, les différentes équipes d'une entreprise d'accord sur des objectifs partagés et des indicateurs pour évaluer ces objectifs. Et l'idée, voilà, c'est de rassembler tout le monde autour des objectifs qu'on évalue ensemble collectivement et régulièrement. Donc, pour être très court. Alors, qu'est-ce que je retiens de ces années chez Arte? Bon, déjà, un peu la fierté d'avoir contribué à asseoir cette chaîne dans le paysage médiatique français, allemand et européen, parce qu'à l'époque, je vous parle des années 1999-2009, on a commencé à l'époque à mettre en place des partenariats entre Arte, qui était uniquement franco-allemand de début, et d'autres pays d'Europe. Je retiens aussi la rencontre avec des gens passionnés de culture, des fous de culture, et toute une réflexion autour de la place de l'image, hein, comment on peut s'appuyer sur la production audiovisuelle pour transmettre ou rendre la culture accessible au plus grand nombre, ou essayer de rendre la culture accessible au plus grand nombre, mais aussi pour traiter des sujets historiques difficiles comme la réconciliation franco-allemande. Alors aujourd'hui, ça devient banal, hein, mais à l'époque, quand je suis entrée chez Arte, c'était difficile de parler de sujets historiques pour la télévision, de produire des images pour la télévision sur ces sujets-là, parce qu'en interne, les Français et les Allemands n'étaient pas toujours d'accord sur la manière d'aborder les sujets historiques, vous voyez. Donc, voilà, c'est vrai que ces années, il y aurait beaucoup à dire sur ces années passionnantes. Puis j'ai travaillé avec des présidents absolument, voilà, très, très inspirants. Mais voilà, ce que je retiens, c'est toujours cette dimension interculturelle, la place de l'image pour transmettre des valeurs, des réflexions, pour rendre accessibles aussi des sujets historiques ou culturels. Après Arte, du fait de cette expérience autour du projet de développement stratégique et de l'expérience franco-allemande, j'ai été candidate à la direction de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, voilà, où j'ai été retenue. Je suis toujours fière de dire qu'il y avait en shortlist, il y avait encore 11 candidats. Et donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est une organisation internationale financée par la France et l'Allemagne qui a pour mission de soutenir les échanges de jeunes et la mobilité entre les jeunes Français et les jeunes Allemands, mais aussi avec d'autres, en impliquant des jeunes d'autres pays. Ça passe par des bourses pour les étudiants, des échanges scolaires, des échanges pour des apprentis, des projets culturels, des projets sportifs, des projets qui se passent donc soit dans le cadre qu'on appelle formel aujourd'hui, c'est-à-dire l'école, l'enseignement supérieur, la formation, soit dans le cadre
non formel, du sport et du temps libre. Là, je suis restée 10 ans. Alors, pour vous dire un peu les deux points, les deux fiertés, les deux réalisations dont je suis la plus fière, pour être vraiment très courte, c'est la première, c'est d'avoir travaillé sur ces 10 ans à l'OFAGE. J'ai passé 4 ans entre 2014 et 2018. C'était le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et on a fait énormément d'événements autour de ce centenaire de la Première Guerre mondiale, autour des sujets historiques. Et autant chez Arte, la question de l'histoire et de la place de l'histoire dans le dialogue entre les cultures était centrale, autant à l'OFAGE, c'est ça qui était paradoxal, on ne parlait pas d'histoire. On considérait que la réconciliation en Europe et surtout entre les Français et les Allemands, elle était faite. Et du coup, c'est beaucoup de sujets qui étaient occultés, voire refoulés dans les programmes franco-allemands parce qu'on ne parlait plus jamais d'histoire. Et là, ce temps de commémoration a été l'occasion de replacer les thèmes historiques dans les rencontres de jeunes. Alors, c'est très, très simplifié ce que je vous dis, mais en tout cas, pour moi, c'est une des réalisations importantes. La deuxième chose essentielle, c'est que quand je suis arrivée, les statistiques montraient que c'était plutôt des jeunes favorisés qui profitaient des mobilités soutenues financièrement par l'OFAGE. Et ce que j'ai, on dirigeait à deux, un Français et un Allemand, avec mes deux homologues allemands successifs, on s'est vraiment engagé, on a impliqué les équipes pour mettre en place ce qu'on a appelé une stratégie diversité et participation pour aller chercher des jeunes éloignés grâce aux missions locales, dans des quartiers difficiles, dans des MDPH pour des jeunes handicapés, auprès des maisons d'accueil des jeunes de l'ASE, pour aller proposer cette expérience de mobilité franco-allemande et européenne à des jeunes pour qui ça n'était pas évident. Voilà, donc ça c'est une deuxième, je trouve, une belle réalisation. Et la troisième, ça a été d'accompagner la création d'un office un peu similaire à celui de l'OFAGE, mais dans les pays des Balkans. Voilà, donc il faut conclure. Eh bien, écoutez, donc, après, j'ai été présidente de l'agence du service civique, donc j'imagine que les jeunes connaissent le service civique. Et là, j'ai aussi essayé d'introduire une dimension européenne dans les actions autour du service civique. Et aujourd'hui, donc, j'ai un peu changé de posture, puisque je travaille comme inspectrice générale de l'éducation nationale et je mène des travaux d'évaluation, de contrôle et de conseil pour le ministre et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la base de travaux d'inspection. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais c'est pas si facile. En plus, ne vous voyant pas, c'est pas si facile de se discipliner. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pas pu prendre de photos. J'espère que quelqu'un a pu prendre une photo pour que je puisse la mettre sur mes réseaux. Est-ce qu'il y a le temps pour quelques questions ou On vous enverra les questions, Béatrice. Les jeunes vous félicitent via notre chat en parallèle et je vous enverrai les questions si vous voulez bien y répondre pour qu'on puisse leur faire parvenir les réponses. D'accord, avec plaisir. Un énorme merci. Merci infiniment, Béatrice. Et désolée de ne pas avoir pu être là. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et donc pour rebondir dessus, Faten, je souhaiterais que tu restes parmi nous. Je voudrais faire valoir mon droit de grève, moi aussi. Et je souhaite que tu poses des questions à Madame Juliette Méadel, si cela ne te dérange pas. Alors, les grèves continuent, visiblement, et j'ai une des étudiantes qui demande un droit de grève de 2 minutes. Donc, du coup, je vais en profiter. Et puis, en plus, tu choisis Juliette, donc je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je vais rebondir. Alors, Madame Méadel, Madame la ministre, déjà, dans un premier temps, hein, j'avoue que je ne sais pas, voilà, la ministre, journée de la femme, effectivement. Est-ce que, déjà, du coup, vous pourriez vous présenter avec votre impressionnant parcours, hein, qui en bluffe déjà plus d'un, et j'ai quelques réactions sur le chat, parce que beaucoup ont enquêté sur votre parcours. Et du coup, vu que son droit de grève va durer le temps de notre échange, du coup, je vais choisir moi-même une question. Ça vous va? Tout va bien. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Merci encore de votre invitation. Je trouvais que cette journée de la femme allait nous donner peut-être l'occasion un peu de discuter sur ce qui a été... je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je voulais juste essayer d'être le plus utile possible pour toutes les femmes qui se lancent dans la vie professionnelle, dans le secteur du cinéma comme dans tous les types de secteurs, hein, le secteur politique. Moi, j'ai commencé ma vie comme avocate d'affaires. Et puis ensuite, je suis rentrée dans la fonction publique et j'ai fait de la politique. Et en fait, je voulais juste vous dire en 2 mots ce qui m'a semblé le plus compliqué en fait, à vivre et à gérer. Et je ne l'ai jamais dit publiquement. Mais ce que je trouve le plus difficile, en fait, c'est de rendre compatibles les grossesses. J'en ai eu 4, et la vie, en fait, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure, madame, votre grossesse avec votre fils de 3 ans et demi. Moi, en fait, j'ai vécu 4 grossesses dans 4 environnements complètement différents. Il y en a une qui était dans l'environnement politique, dans l'environnement associatif, et puis les autres dans la fonction publique, et puis une encore dans la vie politique. Et paradoxalement, c'est dans la vie politique que ça s'est le mieux passé. Pourquoi ? Parce que le temps est passé. Et il y a 15 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, la position de la femme dans la société n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et il y a 15 ans, on pouvait se faire, ça a été mon cas, harceler, on pouvait être obligé de travailler même la veille de son accouchement, et on pouvait même vous menacer, si vous portiez plainte, de briser votre carrière. C'est ce que j'ai vécu il y a 15 ans dans un environnement, disons, de droit privé. Et puis ma dernière grossesse, j'étais dans le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls, et donc c'était il y a 7 ans maintenant. Et quand le président de la République m'appelle alors que je suis enceinte de mon 4e enfant et qui me dit on aimerait bien que tu rentres au gouvernement, je lui dis non, j'ai déjà donné le cumul grossesse et vie politique et professionnelle, donc non, cette fois je vais aller accoucher tranquillement et puis faire mon congé de maternité tranquillement. Je veux pas être embêtée, je veux pas être harcelée. Et en fait, c'était donc en 2016. Et les droits de la femme avaient quand même déjà un peu évolué. Et il m'a dit, mais le fait que tu sois enceinte, en réalité pour nous, est un message magnifique pour incarner ce qu'est le cumul d'une vie professionnelle ou politique et la maternité. Et je lui dis, mais tu sais, je vais être arrêtée quand même. Hein. Je vais pas faire 4 jours de congé maternité. Hein. C'est mon 4e, je suis plus toute jeune, donc ça peut prendre du temps. Et il m'a dit, mais fais-le. Et donc j'ai dit d'accord. et je l'ai très bien vécu parce que mon employeur, même si c'était le président de la République, était lui-même père de 4 enfants, avait une femme dont vous savez qu'elle avait, Ségolène Royal, fait de la politique et eu 4 enfants. Et que du coup, à partir du moment où lui était tout à fait soutenant et encourageant sur cette question, eh bien, mon meilleur congé maternité, alors j'ai pas pris 6 mois de congé maternité, hein, j'y reviendrai, mais enfin j'ai pris le temps qu'il a fallu. Et ben, c'était mon meilleur moment de conciliation vie pro, vie familiale. Et je vous le dis parce qu'en fait, quelle leçon on peut en tirer ? Ben, que quand votre patron a lui-même intégré la donne, ben pour vous, ça se passe très très bien. Parce que ça n'est pas à vous d'intérioriser la contrainte. Ça n'est pas aux femmes enceintes à chercher à cacher ou compenser leur absence au travail. Ça n'est pas à nous de le faire, c'est à l'employeur, c'est au droit de nous protéger, c'est à la société de reconnaître pleinement notre place, parce que nous contribuons avec nos grossesses à l'intérêt général, le fait que nous soyons en bonne santé, en bonne forme, que l'enfant naisse en bonne santé parce que sa mère n'a pas été harcelée ou parce que sa mère n'est pas épuisée, c'est une contribution directe à l'intérêt général. Et donc la responsabilité sociale, c'est de nous permettre de pouvoir cumuler tout ça. Alors voilà, je vous ai raconté cette petite anecdote rapide pour essayer de faire en sorte que chacune puisse en tirer le maximum. Et ma dernière recommandation, ça c'est ne vous résignez jamais. Si votre employeur vous dit que ça m'est arrivé, a tendance à tomber trop souvent enceinte au moment de votre évaluation, n'hésitez pas à considérer que, et c'est le cas, c'est illégal et que c'est à lui de changer et pas à vous de changer. Voilà, c'est un des combats encore qui reste devant nous pour l'égalité femmes-hommes. Merci Juliette. Alors, du coup, tu ne vas pas échapper à la question.
puisqu'elles me font la continuité de la grève, là. Mais elles m'ont dit, dès que tu as fini, on reprend le relais. Alors du coup, j'ai la liste de leurs questions qui figurent sous forme de petits cartons dans le bocal. Et je me suis dit, je vais faire un mix de questions. Voilà. Du coup, tu as répondu à la question concernant la grossesse. Donc, je vais retirer cette question que je voulais poser. Et je vais te poser une question qui intéresse beaucoup nos jeunes, qui est la notion de consentement. Les cours d'éducation sexuelle ont-elles fait partie de votre construction jeune fille? Et pensez-vous que cela puisse avoir un impact sur le développement? Parce que je sais que ce sont des questions qui te tiennent particulièrement à cœur. Merci Faten. Alors j'étais avocate dans une autre vie et puis dans le gouvernement de Manuel Valls, je m'occupais des victimes d'attentats, de catastrophes naturelles et d'infractions pénales, dont évidemment les violences sexuelles. Et ce que j'en tire aujourd'hui, c'est que l'une des meilleures manières de lutter contre les violences, et notamment les violences conjugales, puisqu'on est le 8 mars, ou contre tout type de violence sexuelle à l'égard des femmes et bien évidemment à l'égard de tous, c'est d'améliorer l'éducation, et l'éducation en particulier dès l'école primaire, à la fois au consentement, mais aussi essayer d'apprendre à nos jeunes ce qu'est la vie amoureuse, la vie sexuelle, les relations. Et je suis assez saisie en ce moment, non seulement à cause de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, à cause de ce que l'on voit aussi, et le secrétaire général de l'ONU a dit aujourd'hui même que les droits de la femme étaient en régression, notamment parce que les réseaux sociaux et l'ensemble les GAFAM, pour ne parler que d'eux, n'intègrent pas assez cet impératif de protection des droits de la femme et de l'image. Et donc je crois qu'il est urgent d'apprendre aux enfants dès l'âge de 10 ans, et surtout au collège, et donc jusqu'en seconde, mais même jusqu'au lycée, ce qu'est le corps de la femme, ce qu'est le consentement, de leur apprendre aussi à avoir de l'esprit critique par rapport à la pornographie sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce que ces images sont non seulement traumatisantes et choquantes, mais induisent un rapport au corps de la femme dégradant, et que tout ça, ça s'apprend. Alors je ne dis pas qu'il faut interdire, je mise sur l'éducation, le sens critique. Il y a des cours d'éducation sexuelle de très bonne qualité. Il y a une expérimentation qui a été faite pendant 20 ans à Strasbourg par un grand gynécologue qui s'appelle Israël Nizan et qui a montré comment l'éducation sexuelle avait un impact sur la diminution du taux de grossesse dans les quartiers les plus défavorisés des femmes de 15 à 16 ans, parce que c'est d'abord cette réalité-là, et apprendre à respecter le corps de la femme, apprendre aussi à prendre du recul par rapport à ces images qui sont des images extrêmement choquantes, extrêmement dégradantes, et apprendre aussi sur le plan de la conscience de soi, sur le plan de la conscience citoyenne, que l'autre n'est pas une marchandise. Je crois que c'est fondamental et je suis persuadée que ça fera partie des meilleurs moyens de lutter contre les violences et aussi de lutter contre les inégalités femmes-hommes qui, encore une fois, aujourd'hui, n'ont pas assez diminué dans notre pays. Merci Juliette. Est-ce que vous voulez bien reprendre la main du coup? La grève est finie? Je pense que oui, on s'est super, merci Faten. Donc mesdames, je vais vous laisser piocher derrière un petit papier et répondre à votre question. Si vous voulez bien commencer. Alors, qu'aimeriez-vous dire à la jeune fille que vous étiez et aux jeunes filles et femmes d'aujourd'hui? À la jeune fille que vous étiez, eh bien, écoutez, arrête de dire non tout le temps, parce que je suis Madame Non, c'est le premier mot que j'ai prononcé quand j'étais petite. Enfin, c'est ce que me disait ma mère. Le premier mot que tu as dit, c'était non. Donc, voilà. Et aux jeunes filles, aux jeunes femmes d'aujourd'hui, il y a un point qui pour moi est important, et je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur la liberté. Et c'est un souci en tous les cas que moi j'ai au quotidien, que je vois avec mes enfants, parce que j'ai aussi des enfants, et notamment avec ma petite dernière, je vois une différence entre les grands et les derniers. La petite dernière, et c'est justement cet espace de liberté qui risque de se refermer et sur lequel il faut être vigilant.
Et c'est un point, à mon avis, si je dois attirer l'attention, en tous les cas, aux jeunes femmes et aux jeunes filles de maintenant, c'est de dire qu'il ne faut pas laisser passer le moindre écart. Il ne faut pas accepter. Parce que non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on accepte que parce qu'on est un homme, on a le droit d'eux, et parce qu'on est une femme, bah non, il faut accepter de se mettre dans un petit coin, de baisser la tête. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois dans certains pays, notamment les droits des femmes sont très régulièrement bafoués ou juste devenus inexistants. C'est pas acceptable. En tous les cas, moi, je n'accepte pas. Et je pense qu'il faut dire aussi aux jeunes filles que, et d'ailleurs, j'attends de voir, notamment par exemple sur le droit à l'avortement qui rentre dans la Constitution, bah, ça serait quand même une bonne idée. Parce que moi, on serait peut-être sûr qu'on ne reviendra pas derrière, même si je ne suis pas convaincue qu'une constitution suffira peut-être à le protéger de manière indéfinie. Mais c'est important de savoir qu'on a des droits et que ces droits, ils sont là pour une bonne raison. Et il est important de pouvoir continuer à les protéger. C'est un message important, c'est celui-là, pour moi. Merci beaucoup. Alors, à quel niveau militez-vous? Quels sont vos principaux combats? Alors moi déjà, je viens d'une institution, au Pôle emploi. Je m'occupe des jeunes de moins de 25 ans dans le nouveau dispositif qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. J'ai participé à l'élaboration avec le ministère du Travail de ce dispositif-là. J'accompagne les jeunes donc, qui ont le bac et qui sont infra-bac. J'ai choisi vraiment les jeunes qui étaient infra-bac parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne dans l'insertion professionnelle. Donc déjà, je milite sur ça au niveau des entreprises. Parce que je fais avec mes jeunes, avec ma collègue, on va au Louvre. Donc ça aussi, c'est un combat, parce que je porte Pôle emploi autrement que dans l'accompagnement. Oui, donc quand on va avec nos 30 jeunes, on en a 30 chacune, et qu'on arrive dans des endroits, on nous dit « vous êtes un centre aéré ?» Pas du tout, on est Pôle emploi. Ah bon, vous sortez de vos bureaux? Oui, on sort de nos bureaux. Je milite pour donner une nouvelle image de Pôle emploi. Ça veut dire qu'au niveau du 91, j'interviens dans les quartiers de villes prioritaires. Ça, c'est ma priorité. C'est d'aller discuter avec ce qu'on appelle les invisibles. Ces invisibles qui ont besoin qu'on leur dise qu'on est là pour eux. Pôle emploi est une grosse institution et qui fait peur aux jeunes. La preuve, quand je leur demande à chaque fois, pour vous, qu'est-ce que Pôle emploi? On nous compare à la police. Pourtant, j'arrive, hein, vous voyez ma tenue, j'ai pas d'armes, etc. Et là, ça m'a choqué la première fois quand on m'a dit ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment on peut, une institution qui est là pour le public, on peut aujourd'hui lui donner une image de, je sais pas, qui est aussi dure que la police. Donc, en discutant avec ces jeunes-là, donc j'anime des ateliers à destination de ces jeunes, et je veux leur dire qu'en fait, on est là pour eux. On est là à chaque instant. Moi, mes jeunes, j'ai une application. Des fois, je leur réponds à 19h, chose que je ne devrais pas faire. Mais ils ont besoin de nous à chaque moment. J'ai des jeunes de tout âge. Ça va de 18 jusqu'à 24 ans, puisque je vais jusqu'à 25 ans. Et je milite aussi pour les femmes. Donc, d'où aussi mon invitation et mon retard parce que j'ai eu un événement aujourd'hui. Donc, nous avons lancé en 2020 le premier club dans un pôle emploi. Donc, c'est le seul club national à destination des femmes demandeuses d'emploi qui ont un projet de création d'entreprise ou qui sont créatrices d'entreprise. Parce qu'on s'est aperçu qu'au pôle emploi, les femmes n'allaient pas au bout de la création d'entreprise. Elles avaient ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Elles n'avaient pas d'appui, elles n'avaient personne et elles se sentaient en fait un peu isolées. On s'est dit, bon, Pôle emploi, c'est une grande institution quand même. Donc, on va relever le challenge. Aujourd'hui, on a 148 femmes qui sont dans ce club-là. Elles ont, même pendant le confinement, parce que c'était la solitude qui les empêchait de pouvoir poursuivre leur création d'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a tout ce qui est live. On a créé, on a pris le Zoom. Nous, c'était une première, parce que quand on a été dans le confinement, on a été surpris comme tout le monde. Et il fallait continuer justement les actions, payer nos demandeurs d'emploi, mais les accompagner aussi dans ce confinement. Et beaucoup de femmes en fait, se sont lancées pendant le confinement. Aujourd'hui, moi, je suis tellement fière dès qu'elles me disent « j'ai ouvert mon cabis, voilà, je me suis lancée, etc. » puisqu'on leur amène tous les acteurs, parce qu'en France, pour créer l'entreprise, et ça, j'espère qu'un jour, l'État essaiera peut-être de minimiser, il y a trop d'acteurs, et elles se perdent à chaque fois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les ramène au sein du club. On répond à leurs attentes, ce qu'on appelle un peu le design thinking, parce qu'aujourd'hui, Pôle emploi est agence de demain. On répond aux attentes de nos utilisateurs. Et j'espère qu'à travers justement tous ces combats que je mène avec mes jeunes ou avec mes femmes, j'arriverai à changer l'image qu'on a de Pôle emploi.
Merci infiniment pour toutes vos réponses. Avant de laisser... Pardon ? Vous avez une question, ouais. Pardon, excusez-moi. En plus, pour tout dire, c'est hallucinant parce que c'est vraiment ce dont je voulais parler. Donc la question que j'ai, c'est avez-vous eu du mal à vous imposer en tant que femme à votre poste et comment avez-vous réussi? Bon, déjà, je vais parler de 3 carrières. J'ai pas eu du mal à m'imposer, mais ce que je voudrais aussi dire, et que ça vaille comme témoignage pour la jeune génération, c'est que moi, j'ai toujours été aidée par des hommes. Je m'explique. C'est-à-dire que ma première carrière, c'est donc à la radio Énergie. J'arrive à 25 ans, Énergie, j'étais censée rester 2 semaines, j'y suis restée 16 ans. Et en fait, j'ai eu la chance d'être, mes mentors sont des hommes qui ont cru en moi, et à 30 ans, on me demande de créer le département des relations publiques d'Énergie. Donc c'était tout nouveau. Et mon premier baptême de l'air, c'est de descendre à Cannes et de lancer l'Energy Music Award. Donc, et ça, c'est parce que j'ai eu un homme qui était derrière moi, Alain Veil, pour ne pas le citer, et qui a cru en moi, et qui en fait, je pense qu'il a révélé ce que j'étais. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc, j'ai beaucoup travaillé, donc ça, c'est clair. Donc, je pense que s'il m'a poussé, c'est parce qu'il a vu mes capacités. Et donc ça, je veux témoigner aussi aux jeunes filles, parce que c'est vrai que c'est la journée de la femme. Donc, on va parler de sororité, mais aussi le côté où, effectivement, moi, en tout cas, en entreprise, les 3 carrières, c'est des hommes qui m'ont poussé. Et donc, j'en profite pour dire donc aussi également, en parlant de sororité aux femmes, que je pense, ça risque de choquer certaines personnes, mais moi, je pense qu'il y a une façon féminine de manager. Moi, je l'ai fait, avec beaucoup d'empathie. Et que ce qu'il faudrait qu'on s'apprenne aussi, qu'on apprenne à la jeune génération, c'est aux femmes, quand on monte, de garder cette féminité-là. C'est-à-dire qu'on dit souvent que pour monter, il faut faut devenir plus masculine, etc. Et quitte à massacrer les autres en dessous, non. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus à rester solidaire et à garder cette espèce de rondeur féminine de management quand on grimpe. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours fait et ça m'a toujours bien servi. Donc, c'est ce message que je veux passer aussi quand on dit non. Est-ce que j'ai eu du mal à me poser? Non, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours travaillé plus que la moyenne et toujours eu la chance de rencontrer des gens sur mon parcours qui m'ont poussé, qui ont cru en moi. Donc, ce que j'explique, c'est que j'ai fait donc 16 ans chez Énergie. Je me retrouve à gérer des concerts de Michael Jackson, Madonna, etc. Un rêve de petite fille et surtout, ce qui est important quand je dis à m'imposer, non, mais surtout, croyez en vos rêves. Ça, ce sont des rêves d'une gamine qui venait du 93 de Clichy-sous-Bois. J'ai toujours rêvé de travailler, d'habiter au centre de Paris et de travailler dans tout ce qui était un peu l'entertainment. Ça m'est arrivé, j'ai beaucoup bossé, mais sur mon chemin, j'ai rencontré, et c'est des hommes qui m'ont poussé. Et pour vous le dire entre nous, c'est souvent des femmes qui m'ont bloqué. Donc, non, mais ça, c'est ça. Donc, ce que je veux dire à la jeune génération, c'est vrai que, oui, il y a quelquefois les plafonds de verre, etc., mais je pense qu'il y a une façon féminine de faire, de manager. Il faut la garder. Moi, je sais qu'on parle maintenant d'empathie, on parle de soft skills, etc. J'ai toujours managé comme ça sans savoir que c'était des soft skills et ça m'a toujours, servi. Les équipes que j'ai gérées, je suis encore en contact avec elles. Après Énergie, je suis allée sur le continent africain pour créer une agence qui s'appelle WeCare, Global Communication Média, et travailler dans l'innovation sociale avec la Banque mondiale, l'UNESCO. Et j'ai eu des jeunes filles d'ici qui m'ont suivi sur le Congo parce que j'étais un manager qu'elles ont aimé. Ensuite, je suis revenue donc en 2018. Énergie me rappelle pour les aider sur les 20 ans d'Energy Music Award. Et là, donc, un autre homme, qui est mon frère, Cadet, me dit, écoute, Edwige, l'association, elle est en train de monter, Vox Populi, j'ai besoin de toi. Donc, je me suis dit que j'allais faire, 50%, et là, j'y suis à 200%. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, c'est que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je crois en mes rêves, et j'ai encore un peu de naïveté, peut-être d'innocence que je veux garder pour avancer. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que comment j'ai réussi ces 3 challenges, puisqu'en fait, comme je vous dis, donc j'ai d'abord eu Énergie, ensuite je suis allée en Afrique, grâce à un ambassadeur pareil qui m'a poussé, et ensuite je suis revenue ici. En gros, la réussite, c'est aimer les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens. Aimer les gens, avoir des rêves, même, et en fait, c'est le côté, pour moi, c'est sky's the limit, c'est-à-dire que j'ai eu les rêves les plus fous, je les ai réalisés, et donc c'est de croire en ses rêves, c'est d'être bien avec les gens. C'est-à-dire que j'espère que maintenant on parle de bienveillance, etc. Mais les managers sociopathes, psychopathes, il faut qu'on les vire. Donc l'idée, c'est ça, c'est au travail, être bienveillant. La bienveillance, ça peut faire gnangnan, etc. Mais on est un monde en ce moment où justement on parle de l'intelligence artificielle qui va nous remplacer, etc. Mais nous, entre êtres humains, surtout dans le milieu du travail, surtout après le Covid, il faut redonner du sens. Le sens, ça part par la bienveillance les uns les autres. Bien sûr, les ambitions, on est dans un monde où il y a du business, faut faire du chiffre, faut que les entreprises tournent. Mais
ce n'est pas incompatible avec la bienveillance, avec le collaboratif positif. Donc moi, je crois vraiment en ça pour réussir. Et on ne réussit pas seul. Là, je trouve que c'est plus jouissant de réussir ensemble et de se retourner, de voir on est parti de là et on est arrivé là. Donc c'est vraiment ça, on réussit ensemble. Ça, c'est important. C'était la deuxième question, comment avez-vous réussi? Ensemble, avec des gens qui ont cru en moi, en ayant des rêves fous, et en n'écoutant pas les mauvaises langues qui me disaient non, ça c'est pas possible. Ça, je déteste cette phrase. Donc voilà comment j'ai réussi à faire ces 3 parcours. On donne les réponses. Okay. Merci beaucoup. J'étais un peu en avance tout à l'heure, désolée. Faten, je te laisse reprendre la parole pour la question. Je te remercie. Alors, que de parcours inspirants, d'exception. Mais je voudrais quand même rajouter un point, c'est que derrière toutes ces femmes d'exception et plutôt inspirantes, il y en a qui sont très humbles. Et je voudrais souligner le cas d'Elisabeth Camara et aussi de France Vassaux. Elisabeth Camara, quand on connaît son parcours, et idem pour France Vassaux, qu'on étudie le parcours, mais je vais commencer par Elisabeth puisque je la regarde déjà en premier. Son club des entrepreneuses, elle en parle généralement avec passion, et là je trouve qu'elle a été très, très succincte. Mais aujourd'hui, ce qu'elle fait avec le club des entrepreneuses, c'est quand même tellement énorme que c'est soutenu par pas mal d'acteurs quand même, que ce soit la BPI France, France Active, on l'a fait intervenir chez BPI, enfin, autant dire que grâce à des personnes comme Elisabeth Camara, ce sont de nombreuses femmes qui sortent de situations, entre guillemets, je ne vais pas dire d'échec, parce que derrière l'échec, il y a quand même le rebond, mais qui sortent de situations personnelles difficiles. Et rien que pour ça, je veux dire, un énorme bravo de la part de tous, parce que c'est le message que j'ai eu sur Teams. Donc ça, c'est hyper important. Et quant à France Vassaux, je dirais, elle est quand même dans un milieu assez masculin. Elle a quand même fait le choix de spécialité, de spécialisation comme de lutte contre le blanchiment d'argent et des sujets autres RSE qui ne sont pas forcément portés par, on va dire, certains messieurs, mais que vous portez avec ferveur et avec un parcours, assez impressionnant. Donc un énorme merci également. Et derrière des femmes inspirantes, il y a cette humilité que je tenais aussi à souligner, comme les femmes que l'on a eues tout à l'heure dans le cadre de la première, du premier cercle, en fait. Donc, mille merci à vous. Il n'y a pas de questions. J'ai simplement beaucoup de directeurs de campus qui nous disent « Waouh, quelle femme inspirante, merci pour nos étudiants ». Et nos étudiants nous envoient des, vous voyez, ces pouces levés ou ces 2 doigts, émoticônes. Donc, un énorme merci, mesdames. Pour finir, j'aimerais appeler Karoufa sur scène. Je trouve que c'est important qu'elle soit là. Parce que, comme le disait notre directeur général tout à l'heure, Anil Benardende, c'est une équipe qui a organisé cet événement. Et aujourd'hui, cet événement s'est fait avec Écart. Et donc, Karoufa, qui est responsable administrative au sein de cet établissement, responsable administrative et RH, mais également référente harcèlement, violence sexiste et sexuelle. Donc, c'est quand même un point quand même assez important au sein de l'établissement. A tenu aussi à vous organiser, mesdames, une belle surprise qui va être symbolisée par un beau duo, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous n'étions pas les femmes contre les hommes, mais là, ça va être un duo d'hommes et de femmes, comme quoi on peut vivre en toute symbiose. Et comme le disait tout à l'heure Edwige Laure-Montbouli, il y a des hommes qui l'ont porté et réciproquement. Et donc, je préfère finir par ces mots-là. Et je vais passer le relais à Karoufa, qui va nous présenter le formidable duo et puis le formidable chanteur. Exactement. Merci à vous tous. Alors, je ne sais pas si on m'entend. On a fait appel à Samuel, qui est étudiant chez nous en réalisation sonore. Il a eu la gentillesse d'accepter. Et donc, il va se produire devant vous en duo avec Céleste, son amie. Samuel, c'est un étudiant qu'on aime beaucoup parce qu'il est touchant, parce qu'il est brillant et parce qu'il a beaucoup de talent et parce qu'il est très, très optimiste. Et voilà, on est super heureux de l'accueillir sur scène. Merci à toutes les intervenantes
Merci à toutes les conférencières. Je vais vous demander de bien vouloir vous placer au premier rang parce que la scène va se métamorphoser. C'est un cadeau qui est à votre attention, à l'attention du public, parce que derrière ces paroles, il y a un message qui vous est passé. Ensuite, un cocktail nous accueillera pour pouvoir partager et prolonger ce moment. Merci à vous tous. Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Alors. Donc derrière vos écrans, on vous demande de bien vouloir patienter le temps d'installer la scène. Bon, j'ai pas grand-chose à raconter, Martin. Je pense que tout a été dit. Donc on va juste vous demander de patienter 5 minutes, le temps de l'installation. Merci. Bonsoir, je m'appelle Samuel et voilà, du coup, bonne fête à vous, bonne fête pour vos droits et on va essayer de les faire respecter au maximum, hein. Bon, là c'est un homme qui joue, mais après du coup il y aura une femme qui va me rejoindre
et qui sera là pour me faire respecter un peu plus vos droits, parce qu'on a besoin de l'apprendre, on a besoin de s'éduquer un peu plus pour que vous soyez vraiment mis en avant par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Vous avez autant de droits qu'un homme et autant de valeur qu'un homme, sachez-le bien. J'espère que vous le savez et on va se battre pour ça. Hein. Donc, première chanson, c'est une chanson de Nina Simone. Everybody knows that baby got you close, but lately I see her ribbons and bows are falling from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes just like a woman. Yes, she does, and she is just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can be blessed till she sees finally to see like so the rest. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Yes, she does. And then just like a woman, but she breaks just like a little girl. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci énormément. Maintenant, je vais enchaîner sur une chanson qui vient de... Une chanson pour la femme, encore une fois, qui vient de l'île de la Réunion, écrite par un certain Daniel Waro. Et je vais la jouer avec un instrument très spécial de là-bas, qu'on appelle le kayamb. J'espère que vous allez apprécier. Bon, vous comprendrez pas les paroles malheureusement, mais c'est une chanson d'amour. Justement, je trouve qu'elle respecte vachement la femme, dans le sens où c'est elle qui fait tout. Elle est vraiment... C'est elle qui fait tout dans le sens... c'est elle qui décide comme elle veut, quand elle veut, ce qu'elle peut faire. Et il n'y a personne qui lui dira justement quoi faire et quand le faire. Exactement. Voilà.
paysanne là dans le coussin. Mi veut tomber rêve son mou. Qui me la met dans le volcan. Mi veut monde crève son mou. Mi veut monde crève son mou. Cacaille poulet son mou. Au bonheur malheur son mou. Et misère son mou. Plus pire, plus meilleur son mou. Plus pire, plus meilleur son mou. Groufa qui donne pied sapin. Ça mon corps, mon lèvre son mou. Tout pour des mois Satan. Oh madame et Ève son mou. Oh madame et Ève son mou. Caca et poulet son mou. Au bonheur malheur son mou. Et misère son mou. Plus pire, plus meilleur son mou. Plus pire, plus meilleur son mou. Qui me gounit d'habitation. Son bordon qu'on lève son mou. Qui me saisit dans terre béton. Ça mon sort, mon sel, son mou. Ça mon sort, mon sel, son mou. Qui n'a plus maloria mi en fou. N'a encore s'atteler son mou. Tout le monde va dire moi fini fou. Mi veut pas l'homme, mi veut être son mou. Mi veut pas l'homme, mi veut être son mou. Merci beaucoup. Merci bien. Et du coup, maintenant, Céleste va monter sur scène avec moi, comme prévu. Et maintenant, je vais chanter avec elle. Et ça va être un honneur pour moi. Bonjour. Donc voilà, pour vous faire un petit peu court, Céleste, c'est ma colocataire. Et on chante ensemble et je pense que c'est la personne avec qui je me sens, disons, vraiment le mieux en fait. Parce qu'elle est toujours là pour moi, elle est toujours là pour m'apporter ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas. Et même bien plus encore en fait. Elle a cette féminité, mais elle a aussi cette masculinité, elle a tout en elle, qui arrive à vraiment m'aider. Là, juste avant ce concert, elle m'a déjà beaucoup, beaucoup aidé, elle-même elle le sait. Et merci Céleste. Et merci que la femme existe, quoi. Voilà, donc on vous a préparé tous les deux, en s'entraidant, quelques petites chansons. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus de guitare dans les wedges? C'est la bonne tonalité, c'est la zéro que tu veux. C'est la zéro. Ok.
was lost, oh yeah. I was lost, I was lost. Cross lines I should have crossed. I was lost, oh yeah. Yeah, how long must I wait for it? Yeah, how long must you pay for it? Yeah, how long must you wait for it? I was scared, tired and underprepared, but I wait for it. If you go, leave me totally on my own, and I'll wait for you. Yeah, how long must I wait for it? Yeah, how long must you pay for it? Yeah, how long must you wait for it? Singing, please, come back and sing to me, yeah. Come on and sing it out now, now. Come on and sing it out to me, yeah. Come back and sing it in my place, where lines that I couldn't change. I was lost, oh yeah, oh yeah. My word, my God, if you're gonna make it, then it's time that I speak my mind. You can take that away. So you're gonna use me now. You are a motherfucker. Take this, take that, I can take it. But I might just lose my mind for my shirt anyway. And if you lock him crashing down, just swear that it won't bring me down. Well, put me on the front lines, I just sitting on the sidelines. Don't think you can play with my mind, 'cause that's alright. While you're sleeping sideways, I've been making my own way. Don't think I waste no more time, 'cause that's all mine. 'Cause you're push off. Come on, push off. Take this, take that if you wanna make it. Now it's time that I speak my mind. You can take that away. And if you lock him crashing down, just know that he comes back around. Whoa. Put me on the front lines, I just sitting on the sidelines. Don't think you can play with my mind, 'cause that's all mine. While you're sleeping sideways, I've been making my own way. Don't think I waste no more time, 'cause that's all mine. 'Cause you're push off.
sitting on the sidelines. Don't think you can play with my mind, 'cause that's all mine. While you're sleeping sideways, I've been making my own way. Don't think I waste no more time, 'cause that's all mine. Play with my mind. Play with my mind. Merci. Allez, une petite dernière et on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous libère pour le cocktail. I say this is your fault. I thought you could have done more. And you're so naive yet so. How could this be done? Such a smiling sweetheart. And I'm just a sweet and pretty face in such an ugly world. Something so beautiful. That every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be when she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be when she's still out to get me. I'm saying it was your fault because I know you could have done more. Are you so naive yet so? How could this be done? Such a smiling sweetheart. And I'm just a sweet and pretty face in such an ugly world. Something so beautiful that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be when she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be when she's still out to get me. So how could this be done? Such a smiling sweetheart. And you're so naive yet so. Such an ugly thing for something so beautiful. That every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be when she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be she's still out to get me. Just don't let me down. Just don't let me down. Hold on to your light. Just don't let me down. Just don't let me down. Tu veux faire la fin? Tu veux faire la fin? C'est pas grave. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne soirée et une très belle journée de la lutte des droits pour la femme.